Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, je reçois Ange-Wanette, qui est directeur général de Niche Production, une agence spécialisée en branding ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et avec lui, on va aborder un sujet particulier qui concerne branding et marketing, le jeu des séductions de marque. Ange, bonjour et bienvenue. Bonjour John, merci beaucoup. Avec toi, comme je l'ai dit, on parle du branding et du marketing, qui sont deux éléments qui entrent en jeu dans le jeu de la séduction de marque. Et déjà d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions aller du simple au complexe. Branding, marketing, marque, audience, comment toi tu les définis? Merci John, merci déjà pour l'invitation. C'est simple. Le branding, c'est un concept en fait en communication qui vise à établir une identité d'une marque. Parce que vous savez, chaque marque a besoin de son authenticité, de son unicité. Il doit être unique et authentique. Et le branding, c'est tout ce qu'on trouve dans l'identité visuelle. On peut avoir les valeurs de l'entreprise, les missions de l'entreprise, les responsabilités sociales de l'entreprise. Le marketing, par contre, ça, c'est comment les canaux qu'on utilise pour communiquer. Nous pouvons avoir notre branding qui est bien fait. Nous pouvons avoir un message à transmettre qui est bien fait. Mais comment on transmet ces messages à l'audience, aux consommateurs? Quels sont les canaux qu'on utilise? Comment nous faisons pour que ces messages arrivent aux personnes que nous souhaitons toucher? Ça, c'est le marketing. Je l'ai dit généralement, j'aime donner cet exemple. Je dis toujours, les branding, c'est les messages, les marketing, c'est la poste. Vous avez un message qui doit être bien conçu, un message qui doit refléter qui vous êtes et ce que vous faites. Mais comment vous transmettez ces messages vers le public qui serait attentionné ou qui serait concerné par votre message? L'audience, ce n'est rien d'autre que le public cible. C'est personne-là qu'on veut toucher. Toute marque propose soit un service, propose un produit qui forcément s'imagine qu'ils ont leur individu alpha. Donc ça signifie qu'ils ont un public cible, ils ont un public type qu'ils veulent toucher. Et c'est ces publics-là qu'on appelle l'audience. Tu parles de marketing, tu parles de branding, tu parles d'audience. Et qu'en est-il de la marque? La marque, ce n'est rien d'autre que, comment je peux l'expliquer facilement? La marque, c'est l'essence d'une institution. La marque, c'est l'essence d'une institution dans le sens où Monsieur John, qui crée une entreprise, je vais aller par un exemple simple. Monsieur John qui crée une entreprise et Monsieur John doit pouvoir commercialiser ses productions, qui peuvent être des services ou des produits. Et pour y arriver, il doit attacher un élément mémorable à ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle la marque. Donc, dans ce sens, c'est une, j'ai pas envie de dire une personnalité, mais permettez-moi, c'est une sorte de personnalité virtuelle qu'on attribue à une institution, qui fera en sorte que cette personnalité soit commercialisée. Cette personnalité, on pourra se baser dessus pour accroître la notoriété de l'entreprise et ainsi de suite. Nous abordons le branding et le marketing sous apparemment l'angle d'une relation humaine, parce que si on parle de séduction, c'est qu'il y a un séducteur et une personne à séduire. Exactement. Comment conçois-tu la perception de la marque et de l'audience sous l'angle de ce jeu de séduction? Déjà, pour parler de séduction, ça signifie qu'on veut attirer. Et je pense même que dans la définition, c'est attirer irrésistiblement. Donc, c'est un jeu de séduction, ça a toujours été un jeu de séduction. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les marques personnalisent les offres pour que les personnes se sentent concernées, les personnes s'identifient à une certaine campagne. Donc, il y a plusieurs facteurs psychologiques
et socioculturels qui entrent en jeu, notamment l'histoire, quand on parle de storytelling, notamment les origines. Ce sont tous ces facteurs qui font en sorte que la personne choisisse une marque et non l'autre. Et la manière de faire, la manière dont moi, par exemple, je vais initier le storytelling de mon entreprise, va faire en sorte que monsieur X ou madame Y se sentent un peu plus concernés et approuvent un peu plus ma vision de faire des choses et par conséquence me choisissent moi plutôt que l'autre. Donc c'est vraiment un jeu de séduction. Ajouté à ça, il y en a parlé de ciblage tout à l'heure avec le marketing. Ajouté à ça, il y a la personnalisation des offres. Quand on parle de la personnalisation des offres, j'étais le nom, mais il y a une banque de la place. Chaque matin, quand c'est l'anniversaire d'un client, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un message d'anniversaire au client. Ça, c'est une manière pour fidéliser les clients. C'est un jeu de séduction. La banque n'était pas obligée de le faire. La personne, c'est le jour de son anniversaire, aura sûrement des tonnes et des tonnes de messages. Mais cette marque de considération-là fait en sorte que la personne, même s'il voit d'autres offres qui sont peut-être plus attrayantes que celles de sa banque, se disent que je préfère rester ici. Donc, c'est vraiment comme dans les relations humaines. La personne ne peut ou ne pas avoir une opinion sur un domaine donné, mais on fait en sorte de lui donner une opinion que nous, on veut en fonction de notre intérêt ou de notre objectif, de notre mission. Mais quels sont les rôles du marketing et du branding dans ce jeu de séduction? Qu'est-ce qu'ils apportent comme supplément? Je vais commencer par le branding. Comme je dis tout à l'heure, le branding vous donne une identité. Dans l'identité, on a l'identité visuelle. Dans l'identité, on peut avoir l'identité sonore et tout ça. Mais on peut pousser encore plus. On peut parler aussi de l'expérience utilisateur. Par exemple, il y a une marque de véhicules qui, dans chaque véhicule, ils mettent des parapluies. Par exemple. Ça n'a rien à voir avec du graphisme et tout ça, mais c'est du branding. Donc, à chaque fois que vous voyez une voiture avec un parapluie, même si vous n'arrivez pas à déterminer les logos du véhicule, vous saurez que ça, c'est telle marque. Je vais vous faire rire un peu. Imaginez que vous circulez sur la ville, dans la ville, vous voyez un panneau avec un jeune qui prend une boisson dans un verre, une boisson de couleur noire, et en bas, vous avez une ligne de couleur rouge. Vous pensez à quelle marque? Coca-Cola, tout simplement. C'est ça du branding. Si simple que ça. Donc, c'est créer une identité, c'est créer un ensemble d'éléments qui feront à ce que vous puissiez être reconnaissable dans diverses situations sans que vous ayez forcément toutes les informations. Ça peut commencer par les effets visuels. Comme j'ai dit, on peut aller dans les effets sonores. Ça peut aller dans l'expérience d'utilisation et bien au-delà. Ça, c'est les branding. Mais les marketing, par contre, je reviens encore sur ce que j'avais dit. Ça, ce sont les canaux de diffusion. Les canaux de diffusion, pardon. Ça, ce sont les canaux de diffusion. Aujourd'hui, nous avons par exemple, tout type de médias traditionnels que nous connaissons. Nous avons la télé, la radio et tout ça. Aujourd'hui, nous avons le digital qui est arrivé, les réseaux sociaux, les SEO et tout ça. L'avantage avec les marketing, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un message à transmettre. Et les marketing vous permet de transmettre ces messages-là aux bonnes personnes au bon moment. De cette manière-là, vous êtes sûr que si vous n'arrivez pas à avoir des conversions, parce que toute action marketing vise forcément un objectif, qui peut être un objectif de notoriété, de vente, et tout ça, mais si vous n'arrivez pas à avoir les objectifs, à atteindre vos objectifs fixés, ça signifie à ce moment-là que le branding a été mal fait. Ça signifie à ce moment-là que ce que vous proposez ne résout peut-être pas forcément un problème dans la communauté que vous avez visée. Donc, l'avantage avec le marketing aujourd'hui, avec tous les infrastructures qu'il y a, l'avantage avec le marketing, c'est que ça vous permet de proposer un service donné à la personne qui en a besoin. Et moi, j'appelle ça des ratés. Ça évite d'aller vendre des lunettes à M. John qui en a peut-être déjà 1000 chez lui. Il n'en a pas besoin. Mais par contre, moi qui n'en a pas, si on me propose des lunettes, je me dis, ah tiens, pourquoi pas?
Et au lieu de perdre du temps et de l'énergie à aller voir M. John qui va nous dire non à la fin, on va chez M. Ange qui, lui, est dans les besoins. C'est ça le marketing en soi. On va entrer un peu plus en profondeur sur ce jeu de séduction. Pour un homme ou bien pour une femme qui a déjà connu une expérience amoureuse, il est bel et bien conscient que si c'est lui, par exemple, qui doit aller vers l'autre, alors il doit éviter de vendre du rêve pour ne pas faire tomber la personne dans une sorte de manipulation et que sais-je encore. Alors, dans ce jeu de séduction de marques et des audiences, comment faire pour échapper à la manipulation afin de ne pas vendre aux clients quelque chose qui n'est pas vrai? J'aimerais répondre à cette question par des volets. Je commence par le côté, il y aura le côté sur les marques et les consommateurs, l'audience. Quand vous êtes une marque, il faut être vrai. De quelle manière? Il faut être vrai, il faut être honnête. Il faut faire la promotion de ce que vous savez faire, de ce que vous avez et de ce que vous êtes. J'ai dit n'importe quoi. Je passe ici, je vous dis, voilà, Monsieur John, je suis directeur général d'Inish Production. Oui, mais j'ai aussi une entreprise minière, j'ai aussi une entreprise d'aviation et tout ça. Je construis une notoriété sur du mensonge. Et comme la vérité finit toujours par se savoir, les jours où la vérité va éclater, j'aurai perdu 2 ans, 3 ans, 5 ans de travail acharné, juste pour ne pas avoir dit la vérité, juste parce qu'à un certain moment, j'ai utilisé une ruse pour amadouer ou attirer une certaine clientèle. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité morale d'avoir une certaine transparence envers son audience. On le leur doit. Donc, il faut rester authentique, dire ce qui est vrai, dire ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, qui vous êtes, raconter votre vraie histoire. Ça a toujours porté des meilleurs fruits et une certaine crédibilité dans la durée. Mais est-ce que, excuse-moi de t'interrompre, face à une concurrence qui peut être rude, le mensonge n'est-elle pas l'approche choisie pour se créer un nom beaucoup plus rapidement dans le secteur? Non, pas du tout. Pas du tout. La concurrence est rude, par exemple dans mon secteur, la concurrence est très rude. Et moi, je pense qu'on devrait plutôt voir les choses différemment. Quand il y a une forte concurrence, ça signifie que vous devez vous améliorer. Si vous voulez raconter que vous êtes les meilleurs, travaillez en sorte que vous soyez les meilleurs. Si vous voulez raconter que vous êtes, par exemple, la seule agence qui offre 100 services, eh bien, commencez par développer les 100 services. Raconter des mensonges pour se faire une notoriété, c'est bien. Mais en fait, vous touchez, vous amadouez plus de gens qui se rendront compte plus tard que vous êtes faux. Et ça fait automatiquement l'opération inverse. Si vous avez multiplié votre audience par 10, cette fois-là, vous allez multiplier l'audience par moins 10. La même force que ces gens-là pourraient vous donner en vous portant d'une manière positive, c'est la même force qu'ils vont utiliser pour vous détruire. Et on sait que dans le business, ça ne pardonne pas. On parle du volet de l'audience dans ce jeu de manipulation? Les volets de l'audience, je pense que tout se résume dans le mot attitude. Il faut avoir une attitude d'analyse. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de problèmes d'achat compulsif. Pourquoi? Parce qu'on est trop exposé à la publicité, partout. Quand on est sur un site internet, on suit l'article, voilà, je suis l'article de M. John. Déjà, quand j'entre sur les sites, forcément, il y a une bannière publicitaire qui m'attend quelque part. Oui. Voilà. Donc, il faut limiter son exposition aux publicités au maximum possible. On sait qu'on ne peut pas l'éviter à 100%, mais vraiment, il faut les réduire le plus possible. Ça, c'est un des deux. Il faut toujours analyser ce que les gens disent, ce que les gens proposent, analyser quel est l'impact des offres que vous voyez, quel est l'impact sur la société. Il faut vraiment être dans une quête d'information. Est-ce que réellement, moi aujourd'hui je dis par exemple que je suis certifié tel ISO 9001 ou tout ça, vous devez vous rassurer, est-ce que Inish Production est réellement certifié ISO 9001?
Parce que ça vous aidera peut-être à prendre une décision, savoir si je peux vous accompagner ou pas. Donc, d'un certain côté, côté marque, il y a une responsabilité, comme je l'ai dit, une responsabilité morale, où il faut raconter du vrai face à son audience, mais du côté audience aussi, tout le monde n'est pas de bonne foi. Il faut se prémunir de cette attitude d'analyse pour analyser à chaque fois les offres, analyser à chaque fois la structure qui propose les offres, analyser à chaque fois les impacts sur la société. Pour clôturer sur ce sujet, je vais donner un exemple très simple. Il y a une marque qui s'appelle, bon, j'ai les noms, il y a une marque des paires de chaussures. Et comment cette marque a fait sa communication de lancement? C'était simple. Elle dit, pour chaque paire de chaussures achetées chez moi, j'offre une paire de chaussures à un démuni. Belle stratégie. Et je vous dis, il a explosé les ventes. Forcément, on sait que peut-être que dans les prix d'une paire, en fait, c'était les doubles du vrai prix. Donc, quand vous achetez pour vous et vous achetez pour quelqu'un d'autre. Et lui, il n'a pas perdu. Mais les gens, ils ont vu l'impact social qu'il y avait. Et c'est une marque qui est devenue connue. C'est une marque qui a amadoué tout le monde. Tout le monde voulait avoir cette paire-là parce qu'ils avaient l'impression qu'en achetant là-bas, j'aide le monde. Et le monsieur, il a atteint ses objectifs financiers, forcément. Et dans ce cas-là, quand quelqu'un fait une telle promotion, vous devez vérifier si réellement il y a des gens qui bénéficient de ces paires de chaussures. Parce que quand vous dites belle stratégie, si je lance ça demain, je sais que j'aurai des gens. Mais avant d'y aller contribuer, est-ce que réellement la marque aide les démunis en les offrant des paires de chaussures? Il faut s'y rassurer. C'est pourquoi je parle d'attitude d'analyse. Prochainement, on va certainement entrer en profondeur sur l'authenticité au niveau des marques. On va aborder notre dernière question en 1-2 minutes. Dans votre métier de graphiste, vous êtes exposé à une concurrence, il faut le dire, avec Canva, qui semble être un logiciel qui fournit des templates déjà prêts à porter et déjà prêts à utiliser, et n'importe qui peut l'arranger à sa manière. Est-ce qu'aujourd'hui, le logiciel Canva est le bon pour se créer une identité visuelle forte? Honnêtement, je dirais oui. Mais il faut savoir l'utiliser. Canva est un logiciel puissant. Comme au début d'ailleurs on l'a dit, c'est comme un prêt-à-porter et un habit sur mesure. Les sur-mesures coûtent toujours plus cher. Pourquoi je dis ça? Parce que avec Canva, vous êtes limité. Vous pouvez avoir autant de créativité ou autant d'inspiration que vous voulez. Vous êtes limité aux templates qui existent. Et quand bien même vous voulez créer vos propres templates, Canva ne fournit pas les mêmes outils que la suite Adobe, par exemple. Donc, à un certain moment, vous êtes forcément limité. Mais j'avoue que l'avantage de Canva, par exemple, l'avantage le plus important que moi je trouve, c'est que Canva vous aide à gagner en temps. Donc, pour moi, c'est une solution de dépannage. Ça fait 8 ans que je suis graphiste et j'ai utilisé Canva que 2 fois. Pour moi, c'est une solution de dépannage. Je suis dans une situation où je dois produire rapidement, alors très rapidement de contenu, une grande quantité de contenu. Là, je sais que je peux me baser sur Canva. Mais personnellement, ma préférence personnelle, je ne préfère pas utiliser Canva. Je suis accro de la suite Adobe avec sa panoplie de logiciels qui touchent tous les secteurs de la communication. Les photos, la création graphique, les vidéos, la 3D, tout. Même les sites internet. Donc, Canva est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux parce que, par exemple, quand tu travailles avec Illustrator, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, ta seule limite, c'est ta tête. Ta seule limite, c'est ta créativité. Mais avec Canva, moi, il m'arrive parfois de vouloir faire X ou telle manipulation. Les 2 fois sur lesquelles j'ai travaillé, je me suis rendu compte que soit ce n'était pas possible, soit c'était un procédé plus long. Or, déjà, moi, j'y vais parce que j'ai besoin de gagner du temps. On peut être graphiste et utiliser Canva, mais vous remarquerez
que même dans la ville, les meilleurs panneaux que vous verrez, je ne dis pas parce que je les sais, c'est par expérience et j'ose croire que c'est vrai. Mais je pense que les meilleurs panneaux qu'il y a sur la ville ne sont pas conçus sur Canva. Ah, c'est un message indirect. Anjoinette, merci. C'était un plaisir de discuter avec toi sur cette question du branding et du marketing qui sont dans le jeu de sélection de marques. La prochaine fois, j'espère qu'on parlera beaucoup plus de l'authenticité des marques. Avec plaisir. Qui est d'une part, il y a aussi, la responsabilité des utilisateurs dont aussi il faut qu'on aborde cela. Très ravi et au plaisir de te recevoir une prochaine fois. Merci John, je serai très ravi de revenir ici. Je prends plaisir à discuter sur la communication. Merci Ange. Merci John.